digital devient la norme. Toutes les dimensions de nos vies personnelles et professionnelles, qu'on le veuille ou non, sont impactées par ces fameux outils numériques. Pour le meilleur, nous permettant ainsi de gagner du temps, 72 heures dit-on, 72 heures par semaine côté boulot, mais aussi pour le pire, côté liens humains, hors TikTok et Insta. Qu'en est-il de ces liens, les vrais liens en chair et en os, quand on se regarde dans les yeux, quand on se parle pour de vrai? Bref, les outils numériques au travail risquent-ils de nous déshumaniser? Tentative de réflexion dans cette émission Quête de Sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF avec mes 3 invités du jour qui sont pour commencer Alexandre Désinard. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes anthropologue, vous êtes écrivain, vous avez coécrit, on s'en souvient tous, j'ai presque envie de dire cela, il y a quelques années, avec Thomas Hubert, l'Open Space m'a tué chez Hachette. Et puis il y a eu aussi Facebook m'a tué et maintenant le petit dernier, La Visio m'a tué, un ouvrage post-Covid bien évidemment, puisqu'on a vraiment généralisé cette visio pour le meilleur et pour le pire. On va en parler justement aujourd'hui depuis cette période du Covid qui vient de paraître chez Alary Éditions. Nous sommes également en compagnie de Bertrand-Marie Floret. Bonjour Bertrand-Marie. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Je vous appelle Bertrand-Marie parce qu'il y a un autre Bertrand après. Très bien, c'est parfait. Pour que nos auditeurs ne soient pas paumés. Vous êtes essayiste, chercheur associé à la chaire Réseau Innovation l'Aréquois Paris-Saclay. Vous êtes également auteur dramatique, vous enseignez le français à l'école polytechnique à Sciences Po. Bref, beaucoup de cordes à votre arc, n'est-ce pas? Et vous venez de publier Notre conscience nous appartient aux éditions VA Éditions. Et enfin, Bertrand Verjoly, notre Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour chère Marie-Ange. J'espère que vous allez bien, vous qui êtes toujours philosophe, notre philosophe du jour, n'est-ce pas? Parce qu'on en a bien besoin en ces temps un peu obscurcis par toutes définition, un philosophe va toujours bien. Vous avez parfaitement raison. Je vous posais une colle. Autrement, vous avez réussi. Vous pouvez vous approcher du micro en revanche. Merci, cher Bertrand Verjoly. Vous qui êtes, je dis cher Bertrand, puisque vous êtes mon collègue ici à Radio Notre-Dame, vous qui animez de façon hebdomadaire Les Lumières de l'Orthodoxie, qui est également l'auteur de ce dernier ouvrage, de nombreux ouvrages, mais en particulier ce petit dernier, Voyage en haute connaissance. On en a la puissance de l'âme. Et la puissance de l'âme. On n'en a jamais suffisamment d'ouvrages sur l'importance et la puissance de l'âme, justement. J'ai un doute pour l'éditeur, aux éditions du Cerf, je crois. Chez Très Daniel. Et avant, c'était aux éditions du Relier. Voilà, belles éditions. Eh bien, c'est parti, 52 minutes qui commencent maintenant. Les outils numériques, c'est quand même bien pratique. Moi, j'en profite tous les jours, Alexandre Désinard, et pourtant, vous écrivez que ça m'a tué. Comment ça? Oui, la visio m'a tué dans le sens que on est à une révolution du travail. Et quelles sont les conséquences de ça? Quelles sont les conséquences en matière de cohésion, en matière de liens, en matière d'échanges, en matière de frontières, de vie privée, vie professionnelle? Tout ça, c'est complètement fondu. Tout ça, a complètement changé. Et donc, on parle beaucoup des avantages pour ou contre le télétravail, mais on n'en est pas là, parce que de toute façon, c'est un mode de vie installé. Il faut savoir qu'est-ce que ça fait en profondeur. Et donc, pour savoir ce que ça fait en profondeur, j'ai mené un travail, comme vous aviez dit, colossal, d'anthropologue des bureaux, où j'ai interrogé des salariés comme des managers. J'ai épluché la correspondance numérique sur les outils collaboratifs, j'ai analysé les chats, les emails, et j'ai assisté à des visios pour voir comment ça se passait. Ouais. Donc, les coulisses sont moins belles qu'il n'en paraît. Ouais, l'objectif affiché et puis les intentions affichées, évidemment, voilà. On va en parler. Bertrand-Marie Floret, alors on approche, évidemment, on va taquiner la philosophie pendant tout au long de cette émission et l'anthropologie, bien évidemment. Notre conscience en pâtirait-elle de ces outils numériques? C'est le risque. Alors là, on est pour l'instant... C'est votre sujet, ça. Complètement, merci. On est complètement dans le risque. Alors, ce que je nomme dans l'essai, c'est un risque d'externalisation. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a toute la dimension du travail, de notre quotidien, et puis de l'impact en profondeur que ça a sur nous, évidemment. Mais effectivement, oui, ça risque de nous atteindre au niveau de la conscience, parce que on sait que nous avons tout un tas de fonctions intellectuelles, alors je ne parle même pas des fonctions psychologiques, mais qui sont externalisées, mais depuis très longtemps. C'est-à-dire que moi, je suis d'une génération où j'ai fait un bac scientifique. L'être humain a eu ce génie d'inventer des calculatrices, et c'était merveilleux.
Et ces calculatrices étaient déjà 100 fois plus puissantes que nous. Ouais. C'est-à-dire que calculer une racine carrée de 256, on est compte le temps qu'il faudrait à la main, en 2 touches, on l'avait. Et on n'a jamais dit que ça allait nous transformer. Là, c'était un vrai outil formidable, créé pour justement être formidable. Et donc là, il n'y avait aucun problème. Mais ça veut dire qu'on avait externalisé. Ça commençait déjà. J'emprunte un peu ça à Michel Serres, qui a très bien dit ça avant moi là-dessus. Il y a beaucoup de gens ont pensé avant nous, bien entendu. Et donc, qu'on peut externaliser des fonctions, la mémoire, etc. Donc ça, il n'y a aucun problème. C'est vrai. Voilà. Sauf que, alors c'est comme ça qu'est arrivé l'essai, sauf qu'à un moment donné, eh bien, c'est notre conscience, c'est-à-dire que alors il faut la définir, c'est ce que j'ai essayé de faire bien sûr, c'est celle qui risque d'être atteinte. Et donc là, c'est beaucoup plus grave. Alors comment ça? On va voir justement ChatGPT. Vous pensez très fort à ChatGPT, évidemment, quand vous dites ça, j'imagine. Alors, ChatGPT arrive à la lumière, mais ça fait 50 ans que les IA, il faudrait même d'ailleurs les dire, enfin je pense qu'il faudrait les dire au pluriel, les IA. Parce que celle qui là encore est formidable, en médecine, tous les progrès techniques ont été l'invention de la radiographie avec Curie, ça c'est exactement. Et le fait qu'on sait qu'aujourd'hui un IRM est d'abord analysé par des IA médicales. Ouais. Bon, mais après, la décision ultime, c'est le médecin, c'est sa responsabilité, c'est voilà. Vous y voilà. Voilà, exactement. Mais donc tout ça, la technique elle-même, en fait. C'est effectivement c'est comment on va l'utiliser et puis surtout comment on va se laisser utiliser par elle. Le risque est là. Ah, nous y voilà, Bertrand Vergely. C'est vrai que c'est quand même, vous en profitez comme moi de ces outils numériques, mais oui. Jusqu'à quel point? C'est ça qu'il faut se poser comme question? Non, je pense que ce qu'il faut surtout, c'est faire la différence entre, d'une part, ce qui est performant, et puisque nous sommes là pour parler de l'humain et l'humain. Bien évidemment que les outils informatiques qui sont aujourd'hui fabriqués sont performants. Ils sont tellement performants que tout d'un coup, on est tombé dans le rêve informatique et de dire, mais si, par l'informatique, on arrivait à résoudre les problèmes que l'humanité n'a jamais pu résoudre. Et donc, si par exemple, on modifiait l'intelligence humaine, si par exemple, on greffait directement Internet sur le cerveau des individus, de manière à ce qu'ils puissent avoir immédiatement cette gigantesque mémoire. C'est ça le problème. C'est-à-dire, il y a un moment où on est saisi d'ivresse. Nous sommes dans l'ivresse informatique et il y a des petits malins qui disent « et si on remplaçait les hommes par des ordinateurs ?» Et donc, fondamentalement, on se demande si les outils informatiques nous déshumanisent, mais bien évidemment qu'ils nous déshumanisent. Pourquoi? Parce que c'est leur but. Parce que le but avéré est de supprimer l'homme. Et qu'il ne faut pas rêver, on n'a pas affaire à des enfants de cœur. En revanche, alors vous, Alexandre, est-ce que vous êtes d'accord avec ça d'abord? Vous allez aussi loin? Vous n'êtes pas obligé. Je nuancerais. Disons que je ne sais pas si c'est un but planifié, mais c'est sûr qu'en tout cas, les rapports à distance, on perd en transmission. Alors voilà ce qu'on pouvait dire dans la Tribune, par exemple, tout récemment. Le domaine des ressources humaines n'est pas en reste à propos de ces outils numériques. Les technologies et les outils numériques ont la capacité unique, dit encore l'article, de transformer les tâches RH en ouvrant la porte à une gestion plus efficace, plus rapide et plus humaine au sein des organisations. Réaction de Alexandre Desinard. Déjà, quand on emploie le mot humain comme un condiment pour dire que ça sera humain, ça m'inquiète toujours. Ça ne m'étonne pas de vous. Sceptique que vous êtes. Donc, c'est peut-être de la communication. Il faut voir quelle humanité, en fait, maintenant, justement, on peut parler des ressources humaines. Oui. La plupart des entretiens d'embauche se passent en visio. Et en tout cas, les premiers. Et vous avez observé ça, vous avez assisté. Oui, c'est même réclamé d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est réclamé. Hein. Oui, c'est plus pratique. C'est-à-dire qu'on peut en faire plus, donc c'est plus performant, comme vous disiez. Et donc, mais à quel prix? Voilà, et à quel prix humain? Et donc, du coup, il y a forcément des choix à faire parce que quand on ne se déplace pas, c'est pratique, on peut enchaîner les entretiens. Mais c'est vrai que quand on se déplace sur le lieu de travail, quand on rencontre la personne, même ne serait-ce que sur le trajet vers le lieu de son embaucheur potentiel, on se projette déjà dans les locaux. Dans les locaux. On voit les gens. On voit les gens. Et puis quand on fait à la rencontre, il peut se passer des choses qui sont off et qui se communiquent de façon informelle. L'infraverbal. Voilà, l'infraverbal, c'est pareil que c'est 80% de la communication. De tout. De tout. Et donc, ça, c'est coupé. En fait, on voit juste un tronc et la face. Et souvent, on s'entend mal.
Et on n'arrive pas à se regarder dans les yeux. Alors, donc- vous dites aussi, parce que votre livre, c'est une série de scénettes, en Exactement. fait, de la vie quotidienne dans des entreprises où, effectivement, nous sommes complètement envahis des outils numériques. Parfois, on ne s'en rend même plus compte. Et vous dites qu'on ne peut jamais... dommage qu'on n'ait pas de neurologue avec nous, on a un philosophe, c'est déjà pas si mal, et on a un chercheur aussi. C'est qu'on n'arrive pas, on ne peut pas rester focalisé, on ne peut pas rester concentré que sur sa vidéo. On regarde en même temps un replay, on est un peu multi-concentré, quoi. Ça rejoint encore l'idée de monsieur sur la performance et l'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire plein de choses en visio que les gens ne voient pas. Parce qu'en fait, avant, quand on est dans une réunion classique On peut pas. en présentiel, on ne pouvait pas sortir ses anti-sèches, aller sur ordinateur et puis discuter avec les autres en même Ouais. temps. Alors que là, on peut être tout seul et en fait avec plein de monde en forme, en Ouais. forme de chat. On pourrait faire des sortes de réunions augmentées. Donc effectivement, j'ai fait une scénette qui est très intense où il y a 2 équipes en face, mais en fait les jeux sont inégaux parce que il y a en face ceux qui sont à l'ancienne. Ils sont en visio, mais à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils sont juste les gens présents à la réunion invitée. Ouais. Alors que l'autre, elle est soi-disant la seule, mais en fait, l'autre personne a pris des alliés. C'est-à-dire que par Teams, par les outils de chat, vous pouvez communiquer, vous faire envoyer des captures d'écran pour répondre en live pendant la réunion. Et donc, du coup, ça fait des réunions avec on utilise les nouveaux moyens, ce qui fait qu'on est plus équipé, mais du coup, ça fait plus de choses à gérer. Ça fait des réunions très intenses, très fatigantes. Ça fait un enchaînement. Et d'ailleurs, si on va par là aussi, c'est une nouveauté, c'est qu'on peut enchaîner les réunions sans avoir à bouger de son siège. Alors qu'avant, Ouais. il y avait au moins le temps de, C'est vrai, quand on y pense. de switch des équipes ou quelquefois de changer de salle. Maintenant, ça n'existe plus. On peut enchaîner. Et ce qu'on appelait pendant le confinement la Zoom fatigue, bon, maintenant, c'est plus La sur- Zoom fatigue, ouais. Et voilà, c'est qu'on est, on est fatigué par les vidéos et l'enchaînement. Ouais. Eh ben, Bertrand Vergely, dites-moi. Oui, donc il faut bien distinguer la performance Ouais. et ensuite ce qu'on appelle l'humanité. Puisqu'on parle d'humanité, qu'est-ce que c'est que l'humanité? C'est quoi l'humanité? Nous disons, nous allons être plus humains parce que ça va être plus facile et plus efficace. L'humain est une expérience bouleversante de rencontre, de présence à présence et d'âme à âme. Ouais. Et donc, Même dans l'entreprise ça- d'âme à âme, même dans mais l'entreprise. surtout Ouais. partout. Et donc, je suis d'accord avec Alexandre, je vais vous appeler Alexandre, qui nous explique que rien ne peut remplacer la rencontre humaine physiquement, ne serait-ce que parce qu'on sent les gens et que par ordinateur, on ne peut pas les sentir. Et donc, il y a un leurre de nous dire, nous allons être plus efficaces, donc nous allons être plus humains. Non, l'efficacité est une chose, l'humanité en est une autre. Et, Que les choses puissent fonctionner, je m'en réjouis. Mais je n'attends rien du point de vue humain. ouais. D'autant plus que c'est d'autant plus parfois absurde qu'on s'envoie des... Même si ça peut arriver, on s'envoie des mails d'un étage à l'autre. Alors, au lieu d'aller voir la personne, et maintenant, c'est devenu presque naturel. Et on envoie un autre mail pour lui demander s'il a reçu notre mail. Oui, Oui. exact. Et après, on téléphone pour savoir s'il a voulu. Et on finit par le voir pour lui demander s'il a reçu et notre téléphone et notre mail. J'irai même plus loin. Alexandre? On télétravaille au bureau maintenant. C'est-à-dire que on envisage toujours le télétravail comme le travail de chez soi. Mais en fait, on télétravaille aussi au bureau, d'un étage à l'autre. C'est plus pratique parce que chacun a son double écran. On peut partager un document. On n'a pas à vérifier si la personne est en télétravail ou pas. En fait, la meilleure manière de se synchroniser, c'est la visio. C'est le mode de réunion par défaut. Et Ouais, donc, c'est ce que vous dites dans votre livre, c'est un tout au long. et comme c'est plus Une pratique et réunion plus par défaut. performant, mais à quel prix humain? On en revient toujours à cette question-là. C'est cette question-là qu'il faut se poser. Et d'ailleurs que se posent maintenant les entreprises qui essaient de recréer ces moments de rencontre. Donc ils essayent de... Alors c'est un magnifique oxymore, ils essayent d'organiser la spontanéité. Et, Non, c'est vrai ou pas? C'est vraiment c'est ce qu'il avait vrai, c'est dit vrai, dans il y a une les- réunion qui s'est faite et ils ont trouvé un outil. Alors, l'Assemblée, les témoins qui m'ont raconté cette histoire, donc c'était une entreprise de consultants qui donc se réunissait en disant on perd tous ces moments informels qui font le sel de la vie d'entreprise. Donc du coup, comment on va faire pour organiser la spontanéité? Il y a une des associées qui avait relevé l'oxymore et qui a dit oui, mais on fait déjà des after-work et des machins. Oui, mais en fait, il faudrait vraiment que ce soit plus informel, plus spontané. Alors, il y a quelqu'un qui a suggéré un logiciel qui se plug sur l'outil collaboratif. Pour ne pas le nommer, c'est Teams de Microsoft que beaucoup d'entreprises utilisent. Et cet outil peut se plugger et transforme les collaborateurs en petits avatars qui se déplacent sur un open space virtuel. Et quand il y en a deux qui se rapprochent, ça provoque une visio spontanée
Sans blague. Et donc, les deux personnes concernées qui se sont rapprochées voient une visio commencer spontanément et peuvent se prendre un café comme ça à distance. Mais non, vous plaisantez là. Et donc, Même Guillaume est en train de rire derrière cette vitre. Hein. Je dis, c'est pas courant qui rit, le Guillaume, derrière cette vitre. Moi, je vous le dis. Merci. donc voilà, c'était absurde, c'est assez rigolo à raconter, mais c'est vrai que envisager de gérer le virtuel par le virtuel, je trouve ça un peu... Non, mais c'est paroxysme de le numérique. Non, mais c'est extraordinaire. Et un jour, on en aura conscience qu'on se leurre ou pas? Alors, Je suis sûr que vous allez nous parler du leurre. Oui. Non, allez-y. Au-delà de ça, Bertrand voilà. Marie. Mais la toute première chose, Oui. c'était que j'étais très largement d'accord avec ce que Bertrand Oui. disait. Alors effectivement, et c'est pas par peur d'un complotisme, mais oui, il y a une intention. Il y a une intention dans l'essai, non pas tant pour les IA, mais c'est pour le marketing. Je parle de l'idéologie marketing sans maître. Hein, c'est le vers d'Éluard et puis qu'avait repris Pierre Boulez, sans maître. C'est-à-dire que, et c'est aussi ce que Bernays expliquait avec Propaganda, et puis que finalement il y a des forces dans l'humanité qui, sans être concertées, font que, et vont dans un certain sens, qui est la performance, etc. Donc, et ça, il n'y a pas besoin d'avoir un gros cerveau qui manipule. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, c'est une force qui... On est tous dedans. C'est ça que vous êtes dedans. On a tous envie de performance. Et qui concourt à cette espèce de négation, on va dire, de l'homme. Et alors après, effectivement, c'est pas on va pas être dans la sémantique, mais entre l'âme, là-dessus, justement, dans l'essai, je l'évoque parce que Platon, effectivement, parlait pas de la conscience à cette époque-là. Donc, mais je dis pas que je l'ai évacué, mais bon, justement, voilà, il y a des gens qui ont beaucoup réfléchi là-dessus. Moi, c'est sur ce plan de la conscience. Parce que, et c'est là où moi j'ai tout l'espoir, justement. Enfin, c'est pas par un optimisme. Non, heureusement que vous êtes là. En quête de sens, c'est quand même optimiste, normalement. Donc bon. Voilà, mais parce que justement, dans l'humanité, et ça, moi j'en suis maintenant intimement convaincu, puis c'est la définition que j'ai voulu poser là-dessus, c'est que nous avons donc un cerveau, nous avons des neurones, nous avons des neuroscientifiques qui s'en occupent, etc. D'accord. Mais dès qu'on parle de conscience, je ne vais pas dire que tout le monde fuit, mais ça, je peux en parler depuis que... On fuit parce qu'on ne sait pas ce que c'est, peut-être. Voilà. Alors, on ne sait pas ce que c'est. Ou on ne veut pas savoir, ou on ne veut pas voir, ou on en a peur, parce que c'est un mot énorme, ça viendrait d'où, c'est quoi, etc. Et justement, si on l'apprend, donc c'est ce que j'ai essayé de poser, comme notre faculté relationnelle. Je dis même que c'est la faculté relationnelle du vivant. C'est-à-dire qu'il y a la conscience... Il n'y a pas deux consciences pareilles. On a chacun la nôtre déjà, pour commencer. Tout à fait, oui, parce qu'elle nous est propre, évidemment. Mais je veux dire, ce n'est pas du jus de crâne, pour le dire de façon très... La conscience, ce n'est pas du neuronal. C'est notre capacité d'être en relation. C'est juste essentiel, en fait. Voilà. Et pour aller très très vite, c'est-à-dire que si on prend le nouveau-né, c'est-à-dire que je dis que le nouveau-né du paléolithique est le même que le nouveau-né du numérique. L'être humain inné, il n'a rien. Il n'y a qu'un truc, il n'a que la souffrance parce qu'il a faim. Bon, et il va tout apprendre. Il va tout, et donc le langage... Il a la même soif d'humain que jadis. C'est ça que vous voulez dire. Hein. C'est pas parce qu'il est né au numérique... mais c'est même plus grave que ça. C'est-à-dire que l'être humain ne devient pleinement humain qu'au contact des êtres humains. Ouais. On a oublié le mythe de l'enfant sauvage, mais le langage ne s'acquiert que parce qu'il y a la relation, etc. C'est-à-dire que les facultés intellectuelles... Le bébé numérique ne va pas être très heureux. Peut-être, mais bref. Voilà, les facultés intellectuelles ne s'acquièrent que par la relation. Si vous le permettez, un extrait d'un homme bien vivant, un compositeur en son temps bien vivant, c'est Beethoven. Si vous le permettez, cette sonate numéro 10 en sol majeur, c'est opus 96. Le Scherzo, à tout de suite.
Et voilà pour Beethoven, cette sonate numéro 10 en sol majeur. Et c'est vrai que j'y pensais en écoutant cet extrait à propos de notre réflexion du jour autour des outils numériques, les forces, les faiblesses. Et il n'est jamais la même chose d'assister, par exemple, à un vrai concert de musique classique, par exemple, ou l'écouter évidemment sur un outil numérique. On est bien d'accord avec ça. Et ça en dit long sur tout le reste, puisque nous sommes hommes faits de chair et d'os et d'une âme et d'une conscience qui a besoin des autres. C'est vrai que c'est intéressant. Merci Bertrand Marjoli d'avoir souligné et rappelé ce qu'a dit Bertrand-Marie Floret juste avant que nous nous séparions quelques instants, autour de l'importance du mot conscience, qui veut dire aussi, qui implique que nous soyons présents aux autres, présents à l'autre, et pas présents à l'ordinateur, mais présents à l'autre. Et présents à la présence elle-même. C'est-à-dire la présence et la médiation. Vous pouvez avoir des relations avec les autres. Si vous n'êtes pas présent, vous n'avez pas de relation. Donc la relation dans la relation est une présence. Présence aux autres, présence à soi, présence à la présence. Voilà. Alors, je voudrais citer 2 choses. L'autre jour, j'étais à la gare, je prends un billet, il y a quelqu'un qui arrive et qui a dit je voudrais prendre un billet. Non, monsieur, ce billet n'est accessible que sur informatique. Et il dit j'ai pas d'informatique. Eh bien, j'ai pas le droit d'exister. Il n'avait plus le droit de prendre un billet parce qu'il n'était pas sur informatique. Ouais. Et puis, deuxièmement, j'ai assisté à Zermatt à une réunion sur les nouvelles technologies et j'ai rencontré un avocat dont le but est de créer des droits pour les robots. Des droits pour les robots. Non, vous plaisantez. Non, je ne plaisante pas. Et quand je lui ai dit qu'on était dans une forme de déviation extrêmement dangereuse, il m'a dit très poliment que je ressemblais à ces gens pour qui la Terre était plate. D'accord. Voilà. Et pourquoi un droit pour les robots? Vous avez une idée ou pas en 2 secondes? Je pense qu'il dit que les robots sont la nouvelle population de demain. Et qu'à un moment, un être humain sera un être humain. Qu'est-ce que c'est? On a retenu 2 critères pour un être humain, l'autoprogrammation et l'empathie. Et donc, si on est capable de fabriquer une machine empathique et capable d'autoprogrammation, eh bien, on aura fabriqué un être humain. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dominés par des surdoués en informatique dans la Silicon Valley, pour qui un être humain se ramène à 2 critères. Alors qu'un être humain se ramène à des milliers de critères. Il n'y en a pas que 2, il n'y a pas que l'autoprogrammation. Et l'autre, c'est quoi déjà? Et l'empathie. La capacité d'avoir et de mimer des émotions. De mimer. Parce que je ne vois pas comme un robot peut être empathique. Et en fait, l'idée, c'est de dire, si on a une bonne copie d'un être humain, eh ben, c'est un être humain. Voilà. La bonne copie vaut le modèle. Et c'est déjà un problème soulevé par Platon. Donc, au revoir il y a en 2500 ans, au revoir en avec un moment une fascination pour les simulacres. Ça, c'est intéressant, ça date pas d'hier. Alexandre Désinard, ce sera le tome 4. Ah oui, l'IA m'a tué. Oui, tout simplement. Peut-être allons-y, jetons les révolutions se rapprochent, en tout cas qui avaient prévu, en tout cas, pour celles qui concernent la visio m'a tué, que ça arriverait si vite. Pour reprendre cette histoire de présence et des choses humaines qui font les humains qu'en présence, c'est vrai qu'aujourd'hui, nos présences, elles sont désynchronisées, pas seulement parce que certains sont en télétravail, d'autres ne viennent pas, mais aussi dans nos façons de communiquer. Qui aurait cru, il y a 15 ans, qu'on utiliserait des emojis dans nos emails? Et en fait, ces emojis, c'est qu'on se parle, on se parle par écrit. Et donc, il faut transmettre des émotions. Et les emojis sont des raccourcis émotionnels, mais ils sont pixelisés. Donc, en fait, et puis on les trafique parfois. C'est pas du tout ce qu'on ressent et on fait exprès pour avoir l'air. C'est parfait, bien sûr, ça donne la légende. Je rigole, smiley goutte de sueur. Et donc. On a juste envie de se pendre et en fait, on envoie un énorme smiley avec plein de larmes de rire. Enfin, je plaisante un peu, c'est un peu exagéré, mais bon, vous voyez, c'est quand même un peu. On se leurre soi-même, c'est ça que je veux dire, quoi. Avec on se leurre soi-même et que parfois aussi, on peut provoquer des quiproquos, parce qu'il paraît que les emojis ne sont pas tous interprétés de la même façon. Quand vous mettez un emoji pouce en l'air. Pouce en l'air. Pour certains, ça veut dire ah bah c'était très sympa, merci. Et d'autres, ça veut dire c'est bon, j'ai compris, mais je reviens plus tard parce que là j'ai pas le temps. Et donc ça va nous rendre fous, les amis. Et alors là, sans compter l'intergénérationnel, pour poursuivre ce que disait Alexandre, sans compter l'intergénérationnel. C'est-à-dire que même ces signes-là ou des mots, parce qu'il y a les signes ou les mots, en fonction, parce que donc j'enseigne aussi, donc en fonction des générations. Il y a tel mot, ah ben non, ça a pris tel sens, donc on n'est plus dans le coup parce que pour telle génération, ça veut dire ça. Alors, et ça, c'est grâce aux
outils numériques, enfin, ou Oui. en cause, qui accélèrent encore plus les Oui, oui. mutations, les transformations par le biais d'Instagram, TikTok, où le langage courant Voilà. circule et évolue encore plus vite. Et ça me Alexandre. fait penser à quelque chose, c'est surtout qu'en fait, comme vous disiez, c'est vrai que quelquefois on les fait de façon un peu automatique ou par convention. Pour Tout à être fait. gentil, on s'envoie des smileys comme le jour de son anniversaire sur WhatsApp. Voilà. Ça fait plaisir, des gâteaux numériques, mais ça ne remplace pas la présence. On est d'accord. Et maintenant, ça prend la forme de ce retour, arrive aussi en entreprise. Donc Alors, j'ai une allons-y. scénette dans le livre où c'est quelqu'un qui s'est attaché à préparer une présentation pour ses pairs responsables de filiale. Il prépare sa visio, il présente tout. Et à la fin, il aimerait avoir des retours. Donc, il dit, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il y a un silence de glace, une forêt d'initiales noires. Il a fait parler pendant 40 minutes parce que les gens n'ont pas activé leur caméra. Donc déjà, il a dû se sentir très seul pendant sa visio. Et à la fin, il y a un des participants qui commence à utiliser l'application, l'animation de Teams qui consiste à animer des petits clap, clap, clap. Et donc tous les autres font ça, clap, 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 clap. Donc il a une forêt d'applaudissements. Et après, tout le monde quitte maintenant et il se retrouve tout seul. Et en fait... C'est d'un glauque, qu'est-ce que vous racontez? Et donc, ça ressemble clap, 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 mais encore, quoi. C'est-à-dire qu'on a envie d'avoir quelque chose de plus que cette animation, Wow. aussi plaisante soit-elle, aussi gentille qu'elle se En fait, on a l'impression soit-elle. qu'on vit dans un espèce de jeu vidéo, quoi. Oui, là, C'est un peu ça, vous c'est êtes en vrai train de qu'avec nous les deux raconter. exemples On que je dirait vous ai vraiment donnés, ça, quoi. ce sentiment-là, mais C'est c'est vrai impressionnant. que tout est à distance et en décalé, en plus, de façon désynchronisée. Tout est désynchronisé. C'est ça la base de votre On livre, laisse en un fait. message sur le WhatsApp, on attend, ou sur le Slack, ou sur le Teams, tous ces outils collaboratifs du travail, ou le perso dans le travail, parce qu'on se WhatsApp aussi entre collègues. On lance un message et on attend que l'autre réponde plus tard. Ouais, c'est très étonnant parce que même il y a toujours un petit décalage. Un décalage. Et c'est terrible ce décalage. Moi, c'est le pire, je trouve que c'est affreux ce Et- décalage. Et on n'en Ah. parle pas, mais il y a aussi, on en parle moins, mais une tentative pour faire des rapports sexuels à distance. Oui, j'ai vu ça, Qui me effectivement. fait beaucoup penser à Alors, la fin on de n'est Paris, plus dans Texas. l'entreprise ou pas tout à fait. À la fin de Ça me Paris, regarde pas. Texas, où il y a une fille qui se met nue devant quelqu'un qui est tout seul, et il y a une vitre qui les sépare. Et donc, d'un côté, il y a la fille qui se déshabille, de l'autre côté, il y a le client, et on est devant cet univers absurde. Mm. Mais oui, Paris, Texas, Paris, un Texas, grand film, hein. eh Ouais, oui, de Wim Wenders. effectivement. Bah oui, Voilà. vous voyez comme quoi, on y Et arrive. c'était tout droit, là. il y a 30 ans. Et Mm. sauf que maintenant. Et bah, on parle à un moment de ce problème qui a été, Riemann avait écrit, la foule solitaire. Vous voyez. ouais. Et vous avez La Olivier foule Ray, solitaire. et Olivier Ray a écrit quelque chose en disant une folle solitude. Ouais. Voilà. Ça, c'est en plus Tout le monde accéléré est tout seul et et amplifié. communique à l'intérieur par via ordinateur interposé. Certains ne redescendent plus jamais chez eux pour Depuis aller le Covid, dans un ça, c'est magasin. ce qu'on. Et comme on a vu. font tout venir en ligne, des pizzas à leurs habits. Vous Ouais. voyez. Oui. Eh Et puis, c'est vrai que beaucoup de rencontres se font sur les lieux de travail. Et maintenant, quand on n'a plus les mêmes personnes qui se croisent au bureau. D'ailleurs, Oui, vous dites même que des personnes maintenant hésitent effectivement Oui, à bah- venir au boulot parce que à quoi bon? Mes Bah, collègues n'y sont pas, je vais pas y aller. des fois, c'est pour ça qu'on y va, pour retrouver les collègues qu'on aime bien. En fait, À la oui. machine Et à café. à la machine à À la café. machine à café. Et ou même au bureau, dans son bench, on se dit, voilà, s'il n'y a pas Bertrand, Chantal et Catherine, bah, moi je ne viens pas aujourd'hui. Ouais. Donc on se WhatsApp avant de venir, ce qui est Mm. une nouvelle question qu'on se pose, quelle tenue, quel collègue vais-je retrouver? Et donc c'est nouveau. Et puis vous parliez des relations amoureuses ou Oui. autres. Beaucoup de rencontres se passent au bureau. Et maintenant, les gens sont moins susceptibles de se croiser. Bah, évidemment. Vous croisez du regard, j'ai une scénette comme ça, où une personne a croisé le regard d'une personne de la comptabilité et elle ne la retrouve pas parce qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes jours de télétravail. Et donc, du coup, ils Peut rien mettent un se temps passer. fou pour se retrouver. Et à l'heure où Mais il ils faut arrivent ou pas à la relancer fin la natalité, Je laisse on le est mal suspense dans le livre. Oui, Bertrand. Lequel Bertrand? Bertrand-Marie. oui, Touré. parce que justement, enfin, pour aller dans le sens, mais avec mes propres outils, mais c'est exactement ça, c'est que c'est comme ça que m'est venue l'expression externalisation de la conscience, c'est que ça va être les outils, c'est la machine, c'est le smartphone qui va finir par nous dire qui on est. C'est surtout ça. C'est-à-dire que, parce que la conscience, qui je suis, je le perçois. Moi, j'ai du mal à vous croire. Hein. Bah, Qui l'on est, jusque-là, ça ira qui l'on est. jusque-là. Mais oui, parce qu'il y a toute la dimension. C'est pour ça que je parlais aussi de l'idéologie marketing sans maître. C'est-à-dire qu'il y a eu le fameux mimétisme. C'est-à-dire qu'il faut consommer pour être. Et ça, on le sait Oui, depuis ça, très on y est longtemps. encore. Baudrillard, ça fait très longtemps. Absolument, l'air On du connaît vide. Voilà. Donc maintenant, Et donc, maintenant, on en arrive à l'outil étant en permanence, la connexion permanente, il va nous dire que ce
qu'il faut penser, ce qui se passe, ce qui est vrai, ce qui est faux, et donc qui on est et ce qu'on doit faire. Et donc, On remarque avec les algorithmes, hein, déjà sur les réseaux sociaux, où on peut se promener sur n'importe quelle plateforme, on nous dit déjà ce qu'on aime, ce qu'on est susceptible d'aimer. C'est déjà complètement acté. Et je rajouterais qu'à la fin du discours sur l'origine des inégalités, Rousseau constate que les gens lisent les journaux pour savoir ce qu'ils pensent. Donc déjà, l'opinion, les idées étaient externalisées. On lit des romans pour savoir exactement la même chose. Quand on lit des romans, les personnages... Alors, je parle des grands romans. Je ne parle pas forcément de tout ce qui paraît... Une chose est d'extérioriser et une autre d'externaliser. Ah ben non, au contraire. C'est que la littérature nous renvoie à nous. Oui, mais c'est pas ce que disait Bertrand Vergely. J'ai mal compris, Bertrand. Alors, j'ai rien compris. Recommencez. Reprenez que l'homme naturel n'a pas besoin de lire les journaux pour savoir ce qu'il pense. Et l'homme social a besoin de lire les journaux pour savoir ce qu'il pense. C'est-à-dire qu'il pense ce que les journaux pensent. Et nous pensons, tout est fait pour qu'on pense ce qu'on a droit de penser. Ce que l'on appelle l'influence. Voilà, on est d'accord. Et ce qu'on a à faire, et ce qui a été décidé et organisé. Et on répète, en gros, ça n'a rien à voir avec l'expérience du roman, qui est une aventure émotionnelle extraordinaire, où je rencontre un auteur qui me rencontre et qui me révèle à moi-même. D'accord. Alors ça là-dessus, parce que c'est intéressant ça. J'avais jamais entendu cette vision de Rousseau. Allez-y, Bertrand-Marie. Cet universitaire belge. Alexandre, après ce sera à vous. C'est cette université belge qui, d'un point de vue littéraire, avant moi, mais je le cite parce que justement, je reprends l'expression, parle de la conscience critique. Oui. Et la conscience critique, lui, il dit que c'est, dans la littérature, c'est la rencontre de deux consciences. C'est-à-dire qu'il y a la conscience du lecteur et la conscience de l'auteur d'abord. Alors qu'un artiste... Ouais, d'accord. Et là, on se rencontre en termes d'être humain. Alors qu'un journal, il ne rencontre personne. Ben non, là ça va être normatif. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est mal, voilà ce qu'il faut penser, voilà ce qu'il faut dire, etc. C'était YouTube avant l'heure. Oui, de toute façon. Oui, bon, Alexandre Desinard, ça vous décoiffe pas cette histoire? Alors, moi, ça rentre dans votre logique de toute façon, on est bien d'accord. Mais... Oui. Je voulais. Est-ce que je peux faire une transition vers un autre sujet parce que je me dis, j'ai la chance d'avoir des philosophes autour de moi, je vais en profiter. Et donc, il y a dans la visio Mathieu, ce que j'ai constaté aussi, c'est des problèmes de frontières entre la vie privée et la vie professionnelle. Allons-y. Et comme on parlait de conscience et d'humanité, je voulais avoir votre avis. Et donc, moi, les outils collaboratifs nous permettent de travailler partout. Et quand on peut travailler partout, ça veut dire que le travail est partout, y compris à des endroits où on n'a pas envie qu'il soit. Sur la plage. Et voilà. Et en fait, quand on peut travailler sur la plage, à la plage, c'est très bien, on peut aménager son temps de travail, mais ça veut dire qu'aussi les enfants vous voient travailler. Ouais. Et donc, du coup, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que par moment, moi, je vois donc, du coup, on est à la première génération où les enfants voient leurs parents travailler. Absolument. Et c'est nouveau. Il faut voir comment ce que ça fait. C'est-à-dire que voilà, il est concentré, il est dans le salon, puis après on débarrasse l'ordinateur de papa ou de maman, et puis on installe le repas. C'est dans des endroits où en fait la confusion est même dans les lieux de vie les plus intimes. Ouais. Et dans les lieux de vacances, on dit que c'est sympa d'aller bosser dans un endroit de villégiature, mais c'est pas forcément sympa pour ceux qui ont envie de déconnecter, d'entendre quelqu'un qui est en visio à côté. Ouais. Et donc, et même ça va, et ce qu'on appelle aussi, ça va même plus loin avec le micro-working, c'est le mot un peu à la mode qui dit juste qu'en fait on travaille à des endroits où on n'était pas censé travailler avant, en salle d'attente de dentiste par exemple, ou en terrasse de café. Et moi j'ai fait une scénette où j'ai assisté à quelqu'un m'a raconté une histoire que dans un salon de massage, il y a une wedding planner qui était client de ce salon de massage et qui a pris un client à elle. Et elle a enlevé toutes les ongles feng shui de son salon de massage en prenant sa visio pour son propre client. Elle a même été se connecter derrière parce qu'elle n'avait plus de batterie. Et donc, ça a mis tout en l'air. Et donc, c'est désagrément. Et j'imagine que tous, vous avez vu ça, ces scènes où on voit quelqu'un qui se met en visio alors qu'il sort du monde dans lequel il est. Ouais, et tout à fait. Donc, c'est ça que... J'aimerais aussi qu'on dans le train, dans tous des univers comme ça. Alors, si vous le permettez de réagir juste après. Et oui, il y en a encore un, c'est le robot, ça tombe bien, du groupe Lucas, tout de suite.
C'est la question que nous posons, que je pose à mes 3 invités du jour. Alexandre Désinard, anthropologue et l'auteur de La Visio m'a tué, tout fraîchement paru chez Alary. Bertrand-Marie Flouré, chercheur, qui vient de publier Notre conscience nous appartient chez VA Éditions. Merci de nous le repréciser que Notre conscience nous appartient bel et bien, malgré ces outils numériques qui nous prouvent le contraire. Bertrand Vergely, philosophe et qui anime les lumières ici de l'orthodoxie chez Radio Notre-Dame, sur Radio Notre-Dame, et qui vient de publier Voyage en haute connaissance chez Très Daniel, ainsi que celui qui peut nous aider, La puissance de l'âme, qui peut nous aider aussi à nous réhumaniser, réenchanter un peu notre vie intérieure et vie personnelle. C'est difficile aussi à incarner. Tout simplement. Bon, eh bien écoutez, je vous propose de continuer cette émission. Nous en étions, il y a encore beaucoup de choses à évoquer. Les séminaires Get Together, on en parlera juste après. Vous souhaitiez réagir, je crois, Bertrand-Marie Flouré, ce qui vient d'être évoqué par notre ami, nos amis. Voilà, oui, donc c'était à propos des relations, de retrouver... vie privée, vie pro. Vie privée, vie pro, etc. Vie privée, vie pro, pardon. Bien sûr. Et c'était pour vous dire, avec justement le mot présence, c'est-à-dire que, parce que la présence, il y a la présence au monde, la présence à l'autre, mais, même si c'est très très concret, les parents, etc., c'est la résonance de l'autre en moi. C'est-à-dire que la présence de l'autre en moi. C'est-à-dire que, bien sûr, je suis présent aux autres, je suis là, mais l'autre, il m'atteint, l'autre me parle, l'autre me fait réagir, et c'est l'autre. Donc alors, effectivement, si c'est une image, si c'est un artefact, quelle est la qualité? C'est pas tout à fait l'autre. Voilà. Et c'est bien pour ça. On va bien rester dans l'entreprise, etc. Mais je veux dire, pourquoi le terme de conscience, le concept, etc., on le met toujours un peu à l'écart, on ne veut pas trop en parler, etc. C'est parce que, là, il y avait en termes d'anecdotes, et puis c'est dans l'actualité en dehors de l'entreprise, mais les fameuses lois sociétales, et notamment loi de fin de vie, etc., de se rendre compte que l'autre vit en nous. C'est-à-dire que ce n'est pas que quelqu'un qui part, etc., c'est qu'il vit aussi en nous. C'est que la relation continue. Parce que la conscience, on peut penser être conscient. Il y a tellement d'acception dans le mot. Le mot a énormément de résonance. Mais ce n'est pas juste le fait d'agir, d'être vivant, de parler, etc. C'est que la présence de l'autre, sa conscience est là et il est avec nous. Ouais. Et il continue de vivre en nous. Il nous prête ce temps. Enfin, il y a un temps. Ouais. Et vous savez que Charles Pépin, j'invite les auditeurs à lire ou à relire La rencontre de Charles Pépin, dans lequel c'est un passionnant ouvrage où il raconte la responsabilité, en fait. Aujourd'hui, nous fuyons les autres, parce que nous fuyons la responsabilité de l'autre, en fait, pendant un temps. Donc, que ce soit l'homme dans la rue, l'inconnu, le collègue au travail, les enfants, etc. etc., etc. Ça joue aussi, enfin, c'est intéressant, cette histoire de présence-absence. On touche à ce qu'il y a de plus important et qu'on appelle la communion. La communion, c'est ce qui se passe quand je suis à l'intérieur des choses, que les choses sont à l'intérieur de moi, et qu'à ce moment-là, je fais l'expérience du totalement vivant et du totalement réel. Et là, je me sens exister, et pour la première fois, j'ai conscience d'exister. D'accord. L'énorme problème de notre monde, c'est déjà spontanément, on n'a pas conscience d'exister, on ne se rend pas compte du totalement vivant. C'est vrai. Et j'avais un ami psychanalyste qui me disait, est-ce que tu te rends compte, Bertrand, que 95% de mes patients ne savent pas qu'ils existent, n'ont jamais pris contact avec eux-mêmes. Et là, on n'est vraiment pas aidé par ce qui se passe. Et Simone Weil, la philosophe, disait, il est donné à très peu d'êtres d'avoir conscience que les êtres et les choses existent. Est-ce que nous existons? Alors, pour exister, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont et payent très cher pour aller dans des hôtels où ils déposent à l'entrée pendant 2 jours leur portable. Et à un moment, il faut un jeûne médiatique. Ouais. Et on voit actuellement que les parents et tout le monde est en train d'inventer le nouveau ramadan ou les nouveaux carèmes, c'est-à-dire un carême médiatique, un ramadan médiatique dans lesquels on dit maintenant, on va se calmer et on va interdire les ordinateurs pour les enfants et on va interdire le portable. Voilà. On est devenu sec, c'est étonnant. Oui. Alexandre Désinard, ça vous... Alors, dans l'entreprise, ça se manifeste d'une façon... Ça se manifeste et ça me fait penser à quelque chose qui on raconte qu'en télétravail, on est loin de la surveillance de ses pairs ou de ses N+1 quand on est en open space. Et en fait, on a vu que... Je vais après rebondir sur ce que vous dites, mais c'est justement, je vais venir, c'est qu'il y a une espèce de surveillance à distance qui se fait par Teams ou les autres outils collaborateurs avec la petite lumière. La fameuse petite lumière. La fameuse petite lumière qui est verte quand vous chattez, quand vous collaborez à échanger des documents, qui est rouge quand vous êtes en visio, mais qui est grise quand vous n'êtes pas sur Teams.
Et alors que c'est probablement le moment où vous êtes en concentration, en profondeur. Donc c'est là ça rejoint ce que vous dites. C'est ces moments de profondeur où vous êtes probablement, vous pensez par vous-même. Vous êtes peut-être face à une feuille de papier ou devant un paysage à essayer de réfléchir à une stratégie. Et en fait, les gens autour vont croire qu'il est en train d'étendre le linge. Et donc, parce qu'on ne vous voit pas travailler. Et donc, du coup, vous suscitez la suspicion. Du coup, vous intériorisez cette norme. Donc, certains utilisent des leurres pour montrer que Teams est actif et ils mettent une orange sur une touche, sur la touche Shift pour que la lumière verte reste activée et qu'eux puissent penser en parallèle. Ça se fait vraiment ou pas ça? Ouais, c'est vraiment Oui, ça. c'est vraiment fait. Il y a même des logiciels qui activent la souris automatiquement, elle vibre pour que ça donne Ça, on a un entendu sentiment parler, d'activité. C'est hallucinant. Mais donc, il y a c'est peut-être moins profond, mais il y a le travail en profondeur qui est une des victimes du travail en mode en visio. Waouh, on en arrive quand même à des sommets de folie, quoi, non? Et surtout, ce qui est très ennuyeux, c'est de voir que les choses importantes de la vie passent complètement à côté. Il y avait un chef d'entreprise, quand il faisait ses conseils d'administration, il arrivait avec 2 dossiers. Il y avait un gros dossier et puis un petit dossier. Et le premier dossier, c'était ce qu'il fallait dire. Et le deuxième dossier, c'était ce qu'il avait envie de dire. Et là, on était dans l'entreprise. Parce que tout d'un coup, il y avait une aventure personnelle. Et il y avait ce qu'on appelle des valeurs. Les valeurs, c'est le roman personnel. Et qu'est-ce qui nous passionne dans la vie? C'est ce qui nous donne envie. Et donc, l'efficacité ne donne pas envie. Qu'est-ce qui donne envie? Une seule chose, vous quand vous êtes vous, nous quand nous sommes nous, que nous pouvons nous rencontrer. Alors vous savez que c'est amusant ce que vous dites, Bertrand Vergely, c'est d'autant plus vrai que Laure et moi qui aime beaucoup les sondages, enfin, évidemment c'est un peu mon métier, donc c'est normal de mettre le nez dans les statistiques. Il y a un sondage assez intéressant qui dit que en fait, les trois principales raisons pour lesquelles nous changeons d'entreprise, c'est le manager, la relation avec le manager, et 2, les collègues. Vous y croyez à ça? Avant le travail, hein? Avant le salaire. Le travail, avant le problème, aller au travail, la boule au ventre parce qu'on ne s'entend pas avec ses collègues. Catastrophe. C'est l'enfer pour un certain... Ça sert à quoi de gagner de l'argent si ma vie est un enfer? Et donc on préfère gagner moins, mais avoir des vraies relations humaines et avoir le plaisir d'être ensemble. Eh bien, dites donc, la visio m'a tuée, elle m'a vraiment tuée à ce moment-là, quand il n'y a plus de collègues du tout, effectivement, ou alors des surveillances à distance, ça n'a plus de sens, en fait, tout ça n'a plus de sens du tout, finalement. Non, ça n'a plus de sens. Il y a des entreprises, ça devient pour certains même une idéologie, on appelle ça le full remote, 100% distanciel. Waouh. Et alors, du coup, certains associés qui font de ces startups qui fonctionnent en full remote, c'est-à-dire que leur siège d'entreprise, c'est le cloud, c'est-à-dire qu'ils remettent leurs documents, mais ils n'ont pas de siège social, en fait. Et donc, ils n'ont pas de lieu. Donc, du coup, ils se disent de temps en temps, ça serait sympa qu'on se voit. Et encore, là, il y a débat. Et donc, du coup, ils organisent des séminaires qu'ils appellent les get-together. Les fameux get-together. Voilà, donc, on y vient, qui montrent à quel point, effectivement, ils se rendent compte que de temps en temps, c'est peut-être bien quand même de se voir, parce qu'après, quand on oublie, on a le visage ça permet, ce 100% distanciel permet de prendre conscience de ce qu'on perd quand on est en présentiel par moment. Et c'est intéressant de réfléchir à ça. J'ai une question, Alexandre, quand même, dans votre enquête. Est-ce qu'il y en a il y en a quand même qui sont contents? Il y en a que ça arrange le... Ah, bien sûr. J'ai été de mauvaise foi, c'est-à-dire que j'ai montré les excès. J'ai voulu montrer les excès de cette révolution. C'est pas un livre... Moi, ma collaboratrice, par exemple, elle est quasiment à 100% en télétravail. Elle vient qu'une semaine par mois à Paris. Et ça se passe très, très bien. J'ai eu plein de témoignages dans ce sens. Mais c'est simplement que il faut que vous ayez une compensation. C'est ça que vous nous dites. C'est-à-dire même les gens que ça arrange, y compris moi, pressentent un coût humain à long terme. Ils se disent, voilà, c'est comme un sacrifice. C'est plus efficace, mais on perd en humanité. C'est pour ça que j'aimais bien cette notion de performance humain que Bertrand. Bertrand, les deux Bertrand, Marie Fleuret, vous partagez cet équilibre, enfin l'équilibre à retrouver peut-être pour ne pas que ça aille trop loin cette histoire. Mais c'est vital, c'est même pour le coup, oui, c'est indispensable. C'est indispensable parce que j'allais dire même. Repartir, c'est un bien grand mot, hein, mais c'est même pas cogito ergo sum, c'est religo ergo cogito. Relions-nous. Je suis relié et je relis, et donc je pense, et donc je suis. Et donc je suis, en fait. C'est que s'il n'y a pas la relation... L'enjeu, il est là. L'enjeu est là. Enfin, Vous parliez même de vos étudiants, c'était assez intéressant. Vous disiez que comme vous êtes professeur, vous avez un terrain, si je veux dire, d'observation intéressant au quotidien.
Oui, Vous disiez que parfois ils se levaient comme ça dans leur bulle, Exactement. en plein milieu du cours. La période Covid en distanciel, comme on dit, a été catastrophique parce qu'ils étaient chez eux. Alors, ils mettaient pas les caméras avec tous les prétextes. Oh, le Wi-Fi est cassé, ou il est trop lent, ou la caméra marche pas, etc., etc. Bon, en fait, parce qu'ils étaient en pyjama dans leur Voilà, lit, etc. Bon, simplement. Bon, d'accord. Mais donc, la concentration, la transmission du savoir, l'impact, leur implication. Bah, ils consommaient un truc et puis voilà. Ouais. Voilà. Donc effectivement, après ça se ressent dans les performances, leur performance intellectuelle là pour le coup. Hein, Vous avez vu une évolution. Ah oui. Mais j'ai vu, nous avons tous vu là-dessus. Nous l'avons tous vu. Ah oui, dans l'enseignement c'est parfaitement clair. Et donc dans le retour après en présentiel, donc en salle de classe, effectivement, il y a eu une adaptation. Parce que certains, effectivement, en plein cours, se levaient, allaient sortir, etc. Et sans rien dire. Ils étaient en pyjama aussi. Alors non, ils étaient quand même pas en pyjama. Mais voilà. Et encore une fois, c'était pas des gens méchants ou cabochards, etc. Pas du tout. Non, c'est de l'ordre du réflexe. Mais ils le font plus maintenant, vous disiez. Donc, oui, voilà. Maintenant, oui, ça c'est bien. revenu quand même. Oui, Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis quand ils veulent sortir, alors à ce moment-là, ils réinterpellent. Voilà. C'est vrai que là, ça prouve notre... Moi, là, je reviens vers vous, Bertrand Vergely. Ça prouve notre fragilité, hein, côté... Et d'ailleurs, vous dites que Platon le disait déjà, mais notre fragile conscience de nous-mêmes, en fait. Oui, hein. On revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Vous savez, ça prouve plus généralement ce qu'on peut appeler une crise de l'initiation, c'est-à-dire une crise de l'enseignement. Qu'est-ce qui peut nous sauver? Une seule chose, apprendre à un moment à se concentrer, à revenir à l'intérieur de soi, et à redevenir une intériorité. C'est quoi l'humanité? L'humanité est une humanité intérieure, dans laquelle, à un moment, on réfléchit par rapport à l'intériorité, à la conscience de l'humanité. Et à partir de là, vous pouvez tout faire, mais pas à la place de ça. Et quelle est l'erreur que l'on fait? C'est on prend ce formidable outil, qui est un outil informatique, et on le laisse dans les mains d'irresponsables qui s'en servent comme d'une arme. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ça? La surveillance généralisée de tout le monde, qu'on le veuille ou non, sans penser que la Chine est surveillée et notée en permanence. Big Brother is watching you. Et pendant que nous sommes en train de parler, Siri est en train d'enregistrer tout. Puisque moi, à un moment, il est intervenu dans un de mes cours et il m'a dit « Siri n'a rien trouvé au mot existence ». Mais de quoi je me mêle? Je ne lui ai pas demandé son avis sur l'existentialisme. Vous voyez? Et donc, il faut faire... Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des pouvoirs qui ont décidé de prendre en main les destinées de l'humanité en disant « c'est nous qui allons la sauver, c'est nous qui allons... » On va vous rendre heureux, on va vous rendre on va augmenté. être les nouveaux maîtres du monde. Voilà. Et c'est ça le bonheur. Poutine disait, celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle deviendra le maître du monde. Moi, Poutine, maître du monde. Voilà. Voilà ce qu'on a. Disons que je ne pensais pas qu'on allait... Bon, Alexandre Desinard, conclusion pour vous. Oui, pour rebondir un peu, juste en terminant sur ce que vient de dire Bertrand, c'est que, en tout cas, peut-être on ne va peut-être pas vers un Big Brother, mais on est déjà tous des Little Brothers à s'interrompre les uns les autres par ces outils de collaboration qui, quelquefois, ne sont pas des outils de collaboration, mais de perturbation et de distraction massive. Et donc, on vient tout le temps se déranger parce qu'on se dit qu'il faut répondre rapidement et on a des... Voilà. Et donc, il faudrait... Comment on peut organiser cela? Comment on peut réfléchir à ces nouvelles manières de travailler ensemble? C'est pour ça que moi, j'ai voulu montrer ces scénettes sur de la visio Mathieu. Eh bien, à découvrir d'urgence, c'est à la fois un régal, parce que parfois c'est presque drôle, tellement c'est absurde, mais il faut en prendre conscience, donc à découvrir très rapidement la visio Mathieu chez Alary. Merci Bertrand-Marie Floret, et notre conscience nous appartient chez VA Éditions, et cher Bertrand Vergely, Voyage en haute connaissance aux éditions Très Daniel, et évidemment... j'arrive pas avec le précédent, mais c'est pas grave. La puissance de l'âme. Disons qu'il va falloir que je m'y replonge. Puissance de l'âme, Très Daniel, et Voyage en haute connaissance, le relier. Et donc nous retombons sur nos pieds. Et bien voilà, nous retombons sur nos pieds. Relier. Merci beaucoup.